Oui, alors moi j'ai 26 ans, je viens de Macédoine et je suis plus que 8 ans en Suisse. Je suis arrivée en mai 2011. Je suis arrivée à l'âge de 17 ans, oui. Avec mes parents, mon frère et ma sœur. Ma sœur, elle a un handicap, c'est en fait à l'âge de 2 ans, elle a eu la méningite, c'est ce qui a provoqué un handicap psychique et aussi physique chez elle. Donc voilà, elle n'est pas elle est dépendante de quelqu'un, elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec elle et c'est toujours maman qui est près d'elle. Donc voilà, pour ce qui est le déplacement, pour les gestes de la vie quotidienne, donc voilà, pour prendre des décisions, c'est toujours besoin de quelqu'un. Elle peut pas marcher, mais elle peut se déplacer à l'aide de quelque chose, avec un tenté-bain, ou si elle se tient à un mur, ou si elle est juste appuyée à quelque chose, oui. Mais toute seule, non. Elle a 33 ans. Je me rappelle bien, je sais pas si c'est quelque chose qu'on oublie ou voilà, ou peut-être un jour j'aimerais bien l'oublier, enfin je sais pas. Mais oui, je me rappelle bien. En fait, on est arrivé dans le centre d'enregistrement à Valorbe et, et donc voilà, on est arrivé là-bas et on est rentré. Et tout de suite, quand on est rentré, il y avait des Securitas à l'entrée. Donc voilà, qu'ils ont commencé à nous poser des questions, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on cherchait. Donc voilà, on a commencé un peu, c'était un peu moi qui ai parlé parce que je parlais juste un peu anglais de ce que j'avais appris à l'école et je parlais pas du tout le français ni aucune autre langue. Donc on a expliqué qu'on venait pour demander l'asile, pour l'aide de ma sœur. Donc ensuite ils nous ont donné les papiers à remplir. Et puis en fait, oui, je sais pas ce qui m'a choqué, c'était l'endroit. On est arrivé, puis une fois quand on est passé la porte, ils ont commencé justement à nous fouiller, à regarder tout ce qu'on avait sur nous. Donc voilà, ils ont pris nos sacs qu'on avait avec nous pour qu'ils puissent vérifier tout ce qu'on a dans les sacs. Ils ont pris tous nos documents d'identité qu'on avait. Donc voilà, on avait le droit d'avoir rien sur nous. Et donc voilà, une fois qu'ils ont tout vérifié, ils nous ont rendu les sacs et puis voilà. Quand on est rentré dans le centre, je sais pas, en fait ça m'a fait tout de suite penser à une prison. Parce que je sais pas, j'ai jamais vu, mais dès ce que j'avais vu sur la télé, de comment c'était une prison, pour moi c'était vraiment ça. Des longs couloirs avec des grandes chambres gris, froids, les grandes chambres avec beaucoup de lits surposés, superposés, des lits superposés. Donc voilà, énormément de monde. À l'extérieur, des grandes grilles, on appelle ça comme ça, non? Oui, voilà. Les grandes grillages très hautes, donc voilà, que les gens ne peuvent pas s'enfuir. Parce que je me dis que oui, sûrement que quand on arrive à un endroit pareil, on a envie de s'enfuir. Donc voilà, c'était vraiment les choses qui m'a tout de suite fait penser, je me trouve dans une prison. De ne pas pouvoir sortir au moment qu'on veut. Donc après, ils nous ont fait tous les contrôles médicaux. Je me rappelle que je ne sais pas si c'était le premier jour ou le jour d'après, ils nous ont fait des vaccins. Et je ne me rappelle pas pourquoi c'était. Je ne me rappelle pas très bien, mais je sais qu'on est allé, ils nous ont fait les vaccins à tout le monde. Je ne sais pas contre quoi c'était, je me rappelle pas du tout, mais juste voilà, je me rappelle qu'ils ont fait ça et donc voilà, je sais pas s'ils avaient peur qu'on a des maladies ou je sais pas pourquoi. Oui, on n'avait pas le droit de prendre à manger à l'étage, par exemple des fois s'il y avait juste un bout de pain ou quelque chose, ça on n'avait pas le droit de prendre avec nous, ça on était obligé de manger à ce moment-là, sinon on pouvait pas manger et puis voilà. Après, il y avait deux queues différentes. Il y avait pour ceux qui étaient les célibataires, ceux qui sont dans le centre tout seuls, et puis il y avait une autre pour les familles. D'accord. Donc, oui, voilà. Puis des fois, oui, vu que nous, on était sur la queue de famille, ça allait un peu plus rapide que pour les autres. Donc, voilà. Les douches, pareil, c'est des douches communes. En fait, oui, c'est des douches communes. Et puis, je me rappelle qu'en fait, oui, nous, j'avais un peu plus comment dire, la chance, entre guillemets,
de me doucher un peu avec ma soeur et ma mère, vu que ma soeur elle était malade. Donc voilà, ils nous ont donné une autre salle qui était toujours fermée à clé. Et c'est quand ma mère elle devrait doucher ma soeur, bah, on demandait la clé. Et puis c'était ça. Et sinon, bah, en fait, c'était des grandes douches. C'était juste une grande pièce. Et puis il y avait plusieurs douches. Et il n'y avait même pas de rideau entre les douches. Donc pas de séparation, aucune intimité. Enfin voilà, surtout qu'il y avait beaucoup de femmes adultes. Et donc voilà, nous on était dans une chambre, je crois qu'on devrait être une dizaine de femmes, parce que je me rappelle il y avait beaucoup de lits. Et donc je me dis, bon, je sais pas comment est-ce qu'on fait quand on est une femme et que on connaît pas les gens, et on est obligé de se mettre tout nu parce que pour se doucher devant de beaucoup de femmes qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, ça m'avait choqué, mais voilà. Après, moi, j'étais toujours, j'avais la chance de me doucher avec ma famille, donc oui, voilà. Mais sinon, autrement, oui, pour les autres, c'était vraiment ça. On est resté 2 semaines. J'avais pas du tout le sentiment de sécurité, même si j'étais avec ma famille et j'étais quand même entourée avec 200 autres personnes que je connaissais pas. Et c'était un sentiment très bizarre. Et dès ce que je me rappelle, en fait, avec tout ce qui s'était passé comme ça d'un coup, je suis tombée malade au centre. Parce que je pense que c'était vraiment à cause de l'angoisse, de la peur, de tout ce qui s'est passé. Je me rappelle bien que je ne mangeais pas et j'ai eu la fièvre pendant plusieurs jours de suite. Je me rappelle que j'étais très malade pendant plusieurs jours. Quand on est arrivé, c'était 2 jours après quand on est arrivé. Donc, oui, j'étais vraiment pas bien du tout. On est allé dans l'infirmerie et puis bon, ils étaient là d'accord, et puis ils m'ont juste donné un dafalgan et des pastilles pour la gorge, et c'était tout. Et ça m'avait choquée. Voilà, je me suis dit, bon d'accord, alors eux ils sont pas pressés que je guérisse. Quand on est centre de centre de valeur, comme ma soeur elle était justement malade, donc on faisait toujours les transferts avec une voiture. Donc on nous a ramené avec la voiture au centre de l'EVAM à Crissier. Après ils disent, bon, il n'y a pas de place dans les autres chambres et tout. Et puis voilà, à cette époque-là, il me semble qu'il y avait juste un seul qui avait l'ascenseur, le premier bâtiment. Il me semble que les autres bâtiments, ils n'avaient pas d'ascenseur encore à ce moment-là. Donc voilà, ils ont dit, bon, vous devrez rester dans le premier bâtiment, mais on va attendre quelques jours pour qu'il y ait une autre chambre qui se libère pour que vous puissiez monter à l'étage. Et donc, alors ils nous disent, bon, vous pouvez vous installer ici. C'était dans une grande pièce. On voyait, c'était pas une cave, mais comment dire, toutes les lits étaient alignés et il n'y avait aucune fenêtre dans la pièce. Il y avait rien, et il n'y avait pas de l'eau, il y avait rien, pas de toilette, rien du tout. Et au début, on nous a dit, vous allez rester là juste pour quelques jours, le temps qu'on trouve une place. Donc ces quelques jours se sont fait 2 mois. Donc on a vécu pendant 2 mois dans cette pièce-là. Il y avait l'ascenseur qui ne marchait pas un jour sur 5. Donc voilà, et tout le temps il était en panne. Donc voilà, il fallait toujours attendre plusieurs jours ou une semaine qu'il repart. Et puis après il marchait 2 jours, 5 jours il marchait pas l'ascenseur. Donc voilà, on devait toujours monter, ma soeur, à pied les escaliers pour aller au premier étage, pour qu'elle puisse se doucher, pour qu'elle aille aux toilettes. J'arrivais pas à dormir, c'était un endroit très bizarre, il faisait froid dedans. Donc oui, voilà. Oui, et puis on nous a juste donné une couverture par personne. Et puis voilà, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage dans cette pièce-là. Donc oui, on était toujours obligé de dormir avec des habits épaisses. À Crissier, on s'est dit, bon, au moins c'est un peu un endroit où on commençait à s'habituer, même si le logement où on y était n'était pas bien, mais il y avait beaucoup de monde qui parlait notre langue. Et comme il y avait 3 bâtiments, donc il y avait du monde avec qui parler et tout ça. Et puis là, déjà, c'était un centre plus petit. Donc voilà, dès qu'on a commencé un peu à s'habituer, on a dû rechanger de centre. On était déplacés, oui,
au centre de l'EVAM à Malais. Ouais, et puis là-bas, on a vécu pendant 6 ans dans ce centre. Et là, c'était un centre qui était plus petit, déjà 2 étages. Et, c'était réservé aux mineurs. Un étage, il était privé. Donc voilà, il n'y avait que 2 étages qui étaient pour les gens de l'EVAM. Dans le centre de Malais, ce qui était toujours pareil comme dans les autres centres, bah, c'était la même chose. Donc voilà, on devrait toujours partager tout avec les autres, la salle de bain, la cuisine, tout. Il y avait pas d'intimité, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait rien de tout ça. Tous les soirs, vérifier si on était là. Des fois, je passais. Disons, oui, je sais pas, à 7 heures du soir, je passais et puis je lui disais bonjour. Donc, il voyait que je rentrais dans le centre, mais il venait quand même toquer à la porte. Et pourquoi vous me dérangez encore dans la chambre? Le seul endroit où je peux avoir un peu d'intimité, c'est ma chambre, mais même ça, ce n'est pas permis. Il y avait une amie à moi, elle est suisse, elle est venue chez moi. C'était pour une fête qu'on a dans notre tradition. Donc voilà, elle est venue pour manger les gâteaux le soir chez moi. Donc elle est venue après le travail, c'était vers 20h, quelque chose comme ça. De toute façon, elle avait le droit de rester jusqu'à 22h, les visites. Et puis comme elle était suisse, bah, elle avait sa pièce d'identité, mais la date sur sa pièce d'identité, elle était finie, elle n'avait pas renouvelé. Mais bon, pour elle, voilà, c'était pas un souci, elle était suisse, donc voilà, pour elle, c'était pas un souci. Et en fait, quand elle est rentrée, on a donné la pièce d'identité au Securitas, et puis on rentre, et 5 minutes après, il vient, il toque et il dit: Madame, vous devrez quitter le centre parce que votre pièce d'identité n'est pas valide. La date, elle est finie. Elle dit: oui, mais c'est pas grave si la date elle est finie. Vous avez quand même ma pièce d'identité. Il y a la photo, il y a mon nom, il y a le prénom. Il n'y a rien qui a changé entre temps. Donc voilà. Et même si elle voulait lui donner une autre carte, il n'acceptait pas parce que c'était soit un passeport, soit une pièce d'identité. Donc voilà, il était vraiment fixé sur ça. Et puis, j'essaie de lui expliquer qu'elle était venue pour une fête chez moi, pour manger les gâteaux et tout, puis que de toute façon, elle va rester jusqu'à 10h et qu'après, elle va partir. Donc, il a dit: ok, j'autorise qu'elle reste jusqu'à 10h, mais pas plus. À 10h, vous sortez. Donc, c'était 22h, donc il vient, il toque à la porte, il dit: c'est 22h, vous devez quitter le centre. Donc, et puis ma copine elle dit: bon, alors juste 2 minutes, je vais juste passer aux toilettes avant de partir. Donc entre ça et le fait qu'elle est sortie, donc ça a pris juste quelques minutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a écrit un rapport contre moi pour dire que j'étais impolie avec lui et que je laissais que quelqu'un il dépasse le temps de visite. Voilà, quelques jours après, j'ai reçu l'avertissement de l'EVAM qui disait que je ne respectais pas les conditions de vie dans le centre. Et donc voilà, ils m'ont renvoyé une feuille avec toutes les règles que je dois respecter dans le foyer et tout. Que nous, on est venus, on n'avait aucune famille ici en Suisse, et c'était juste quelques amis que j'avais pu rencontrer ici, et même ça on me laissait pas la liberté parce qu'à chaque fois je devrais dire à mes amis: bon, je peux pas te recevoir chez moi parce que bon, c'est déjà 9h, si tu viens bientôt tu vas devoir partir. Ou si quelqu'un il voulait venir pour le week-end, ben, je devrais lui dire, si il y a une copine qui m'appelle: bon, elle dit ça, vendredi soir je viens dormir chez toi, je devais dire: bah désolé, j'ai pas fait la demande 48 heures en avance. Enfin, c'était des choses comme ça m'a impressionnée. Nous, on est arrivé au mois de mai 2011, et puis en juillet 2011, on avait déjà la première décision négative qui demandait de quitter la Suisse. On était tout le temps dans la difficulté, tout le temps fait le recours, mais ça a été toujours des refus, de menaces de partir. Donc à ce moment-là, on était dans une période où on avait beaucoup de menaces de départ. Oui, c'était à chaque fois quand on devrait renouveler l'aide d'urgence. Donc voilà, ça a été souvent dans la moyenne, c'était tous les 2 semaines, oui, qu'on devrait aller.
C'est toujours très froid, c'est toujours des menaces qu'il faut partir. Et puis voilà. Et puis nous, on est dans un foyer. Donc, dans les foyers, à ce moment-là, c'était facile de faire les renvois parce qu'on voyait souvent que, voilà, que la police, elle venait le matin et puis qu'elle embarquait les gens. Et ça faisait vraiment peur. Et puis voilà, à chaque fois, on avait peur qu'il se passe quelque chose, qu'il nous renvoie, que la police elle vient un matin et que tout soit fini. Enfin, voilà, on avait vraiment peur. Et voilà, ils disaient toujours pareil, que voilà, si on n'accepte pas de rentrer, qu'on nous renvoie avec la police. Voilà. Et même si ma soeur, elle a un handicap, donc voilà, ils ne prenaient pas ça en compte. Donc voilà. Les gens du droit de rester, ils nous accompagnaient à ce moment-là, voilà, pour nous donner un peu un soutien. J'avais des amis dans le centre, je ne sais pas par d'autres gens, justement, ils ont entendu parler de droit de rester, et puis voilà, ils disaient qu'eux, ils aidaient les requérantes pour, voilà, s'ils avaient des décisions, s'ils avaient des décisions négatives, ou voilà, s'ils avaient besoin d'écrire une lettre ou de quelque chose, que voilà, que c'était une organisation qui aidait les jeunes. Donc voilà, et puis ils m'ont dit, ah mais est-ce que ça t'intéresse de venir une fois avec nous, de voir comment ça se passe et tout, et puis peut-être voilà si tu peux faire quelque chose pour votre famille. Donc voilà, j'ai dû tout de suite me rentrer là-dedans pour pouvoir nous aider à nous en sortir. Voilà, je suis allée une première fois avec eux un lundi soir à la maison de quartier. Donc voilà, j'ai fait un peu connaissance avec les gens qui étaient là-bas. J'ai expliqué la situation de mes parents. Et donc voilà, après c'était vraiment avec mes amis, ça a commencé à être un peu un rituel. On allait tous les lundis ensemble là-bas, voilà, discuter, parler de notre situation. J'ai fait tout plein de choses avec eux. Oui, voilà, je me disais que ça peut nous aider pour la suite de notre famille. Et puis, et au final, pas que pour ma famille, je voulais faire quelque chose aussi pour les autres personnes qui étaient là. La première action à quoi j'ai participé, ça a été une manifestation. En fait, on avait écrit la lettre et puis après, on a fait tout le tour de Lausanne et on s'est arrêté devant le SPOP. Et puis à ce moment-là, donc voilà, il y avait les responsables des SPOP. Donc voilà, et puis je me rappelle bien qu'en fait, j'avais pris le micro et j'avais parlé, j'avais lu la lettre qu'on avait écrite pour tout le monde. Et puis en fait, après, voilà, quand j'ai fini de dire le discours, après, j'ai remis la même lettre à M. Mauchi. Donc ça a été la première rencontre avec les autorités pour moi. Et ça, c'était le premier truc à quoi j'ai participé. C'était, voilà, je me dis, bon, j'étais jeune, mais je me suis dit, mon Dieu, je me dis, j'avais le courage de me mettre devant Mauchi et lui dire, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ben, je sais pas. J'ai donné aussi beaucoup de tracts. Tous les mardis, on donnait les tracts devant à la Riponne, devant le Parlement vaudois. Oui, devant le Parlement vaudois. Donc, oui, voilà. Et puis, on rencontrait, oui, les autorités, les politiciens qui sortaient. Donc, je me rappelle que même en plein d'hiver, on était là-bas, et même s'il faisait froid, on était quand même dehors. Et puis, voilà, on restait pendant 2-3 heures devant le Parlement. Donc, oui. Oui, j'ai commencé par ça, oui. J'aimais bien aller là-bas parce que voilà, je discutais avec tout plein de gens, je les rencontrais et puis voilà, et je me disais que c'était des gens qui comprenaient ce que je vivais. Et puis voilà, c'était aussi des gens, et il y avait plein d'autres personnes aussi qui étaient dans la même situation que moi, qui étaient à l'aide d'urgence, qu'ils avaient des risques de renvoi. Donc, comme je connaissais personne, donc voilà, j'allais quand même à l'école. J'avais mes amis, des connaissances à l'école, mes camarades de classe et tout. Mais après, voilà, en dehors de ça, j'avais pas des amis. Donc, ça me permettait de faire des rencontres, voilà, de faire des activités avec eux. Je me rappelle bien que justement pour des manifestations et tout, je suis allée à Berne, à Zurich aussi, je crois. Mais je me rappelle justement la première fois que je suis allée à Berne, mais j'étais tellement contente parce que je suis jamais sortie de Lausanne. Je suis partie avec une autre amie aussi
Puis les deux, elles m'ont dit, bon, tu peux aller, vous pouvez aller vous promener dans la ville, visiter, et puis quand la manifestation c'est fini, on vous appelle pour rentrer. Enfin voilà, j'avais vécu des choses tellement magnifiques. Enfin voilà, c'était aussi un endroit où j'ai fait des précieuses rencontres. Beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour la suite de mon aventure. Donc voilà, des fois c'était pas administrative, mais c'était juste la présence. Donc même si ça arrivait que j'étais très occupée, que je faisais d'autres choses, je savais que même si ça se passait une année, que je savais que je pouvais rappeler ces gens-là et que c'était exactement la même chose et qu'ils allaient m'aider comme si j'étais là pendant toute cette année. Donc une première fois, je l'ai rencontré en 2014. Oui, c'était en début de 2014 parce que j'avais fait une demande pour faire un apprentissage et à ce moment-là, il n'y avait pas le droit et on ne pouvait pas faire un apprentissage à l'aide d'urgence. C'était absolument pas autorisé, mais j'ai eu la première rencontre avec lui en début 2014 pour qu'il donne une autorisation à ce que je puisse commencer l'apprentissage. Donc voilà, après il a donné une autorisation entre guillemets, voilà, juste orale, mais il n'y a rien qui a été signé, juste il était d'accord que je puisse commencer l'apprentissage. Ensuite, il y a eu une deuxième rencontre la première année, à la fin de ma première année d'apprentissage, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. La première année, le travail ça allait bien, mais à l'école ça allait pas du tout. Parce que je suis tombée dans une classe où c'était très difficile, où les jeunes n'avaient pas de compréhension. Ils ne comprenaient pas le fait que je fasse une formation, mais que je ne parle pas bien le français parce que ça faisait juste 3 ans que j'étais en Suisse, donc j'avais quand même pas un français parfait pour comprendre tout. Et quand je posais la question, pour des phrases, des choses comme ça que je comprends pas. Donc voilà, les jeunes, ils étaient tout de suite saoulés de m'expliquer. Et puis voilà, si je reposais la question pendant le cours, voilà, les gens, ils étaient pas contents. Donc voilà, j'étais tombée dans une très très mauvaise classe. Et j'ai connu beaucoup de difficultés à ce moment-là. Et donc voilà, et j'avais envie d'arrêter l'apprentissage. Et comme je faisais l'apprentissage, j'étais à l'aide d'urgence, donc tout ce que j'ai gagné pendant l'apprentissage, la première année, tout partait à l'event. Donc je recevais absolument rien et pour moi c'était invivable parce que je travaillais et parce que j'étais jeune et je me disais bon, je travaille mais tout le mois je travaille pour rien. Bon, moi j'étais en apprentissage, mais après j'avais mes collègues, ils faisaient autant d'heures que moi et à la fin du mois ils étaient payés 3000 francs et puis moi je finissais le mois sans rien du tout. Et moi je disais mais je demande pas beaucoup, me donnez pas tout l'argent, on est d'accord, mais juste je comprends pas pourquoi il y a cette procédure là. Et je me disais mais c'est tellement nul que je puisse même pas me payer un café par mois, juste je demande pas plus, je disais donnez-moi juste 5 francs que je puisse me payer un café avec l'argent que je travaillais tout le mois. Deuxième année qu'ils ont accepté de me donner un pourcentage de ce que je travaillais. Et on avait fait la rencontre et donc voilà, je disais que je n'arrivais plus, que je baissais les bras, je voulais arrêter l'apprentissage. Et cette rencontre, justement, ça a été mon patron qui l'a organisée parce qu'il ne voulait pas que je laisse l'apprentissage parce que pour lui, on s'était battu pendant plusieurs mois ensemble à ce que je puisse obtenir une autorisation pour faire un apprentissage. Et puis voilà, pour lui c'était pas juste qu'on laisse tomber comme ça la première année d'un coup, et surtout qu'il était content de mon travail. J'ai fait la deuxième rencontre et je me rappelle bien qu'à ce moment-là Mauchi il m'a dit que si tu as 2 possibilités, soit tu continues l'apprentissage et à la fin de ton apprentissage tu fais une demande pour un permis B et tu peux faire ta vie, soit tu arrêtes ton apprentissage maintenant et tu n'as plus rien. Et donc le choix, il était fait.
toutes les difficultés, ça va disparaître. Cette angoisse d'aller au sport toutes les 2 semaines, cette peur de vivre, cette instabilité de ne pas pouvoir rien faire parce que j'entendais toutes mes amies à l'extérieur. Oui, je pars en vacances, oui, je vais faire ça, je vais au resto, je vais faire ça, si, et tout. Et puis moi, je n'avais pas la possibilité de rien faire de tout ça. Et je me disais que si je finis l'apprentissage, bah, que toute cette difficulté que j'avais, ça va disparaître. Et quand j'ai fini l'apprentissage en juillet 2017, je me suis rendu compte que quand mon contrat il était fini, j'avais pas un permis de séjour, ben, en fait tout s'est arrêté d'un coup. J'avais les cours, j'avais le travail, j'avais plein de choses et puis je me suis rendu compte que d'un coup tout s'est arrêté. Et donc après j'ai commencé à chercher un peu, à faire des stages et tout, et j'ai fait un stage dans un magasin de vêtements, dans la vente, et je dis ok. Et donc j'ai fait les 3 jours de stage et à la fin de ce stage, j'étais rémunérée, j'étais pas rémunérée, juste j'avais reçu un bon de 50 francs d'achat dans le magasin. J'étais dans le magasin, en fait j'étais dans un endroit où personne me connaissait, où personne ne savait ce que je vivais à l'extérieur, du fait que j'avais pas de permis, parce qu'on m'a rien demandé pour le stage, donc ils avaient aucune identification de qui j'étais, j'avais juste donné mon nom, ils m'ont pas demandé une pièce d'identité, absolument rien, donc personne savait qui j'étais. Et quand je servais les clientes, ce qui me choquait tellement, c'était qu'en fait j'étais tellement heureuse que les clientes ils me parlent comme si j'étais une personne normale. Ils ne savaient pas que j'étais une requérante d'asile ou que je n'avais pas le droit de travailler, de ce que j'ai vécu, de qui j'étais à l'extérieur. Juste quand ils venaient vers moi pour me demander de conseils, pour me demander d'aide, mais je me suis rendu compte que c'était tellement précieux et que les gens qui étaient dans cette situation-là, ils avaient juste besoin de ça, que juste on les traite comme des êtres humains sans avoir une étiquette, sans dire que je suis requérant d'asile, sans penser qu'on ne parle pas bien français, sans dire qu'on a vécu la guerre, sans rien dire de ce qu'on est à l'extérieur, juste d'être traité comme une personne normale. Et donc le projet, il est parti de là. Quand on est dans une situation pareille, on n'a pas le droit d'être rémunéré, parce qu'au moment qu'on est rémunéré, cet argent part à l'EVAM. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un projet? Je vais demander à des entreprises à ce qu'ils acceptent les jeunes, de les former sur place sur des périodes longue durée, et que ça soit rémunéré dans un autre sens, comme par exemple par des bons d'achat. J'ai eu beaucoup de liens avec les gens qui travaillent dans la ville de Lausanne. J'ai rencontré cette femme et puis elle commençait un peu à m'aider à ce que je puisse chercher des stages, pour que je regarde si j'ai envie de faire une autre formation, aussi pour les démarches de mon permis de séjour. Donc voilà, on a commencé à faire ça et puis ensuite je lui ai parlé de l'idée que j'avais. Donc voilà, elle était très partante. Donc voilà, on a fait ensemble, on a écrit ce projet. Les deux, et donc voilà, ensuite on a envoyé à la ville de Lausanne, à la municipalité de la ville de Lausanne, on a envoyé le projet. C'est un projet qui me tient à cœur et j'aime donner une expérience aux jeunes et leur donner l'opportunité de faire une formation dans un milieu normal, parce que l'EVAM propose des programmes d'occupation, mais ça reste à long terme de l'EVAM, et moi j'ai envie d'ouvrir ça et que ça soit dans des vraies entreprises et qu'on soit traité comme des gens normaux, entre guillemets. Voilà. Je me disais que peu importe ce qui va se passer, je savais que de toute façon j'avais du soutien. J'avais beaucoup de sécurité aussi, parce que je savais de toute façon que si j'ai mon permis, j'avais mon patron qui était toujours derrière moi. Donc voilà, je savais que j'allais avoir un travail tout de suite après l'obtention du permis. Ce qui a changé, c'est ça, que j'ai repris à nouveau une vie active. Je ne sais pas si c'est vraiment une vie active, parce que j'avais toujours une vie active, je faisais toujours plein de choses, donc voilà, je ne suis jamais restée sans rien, mais voilà, j'ai repris le travail, donc voilà, j'ai retrouvé mes collègues à nouveau, donc voilà, maintenant je peux sortir, je peux faire des choses sans avoir
peur. Donc voilà, avant j'avais pas la possibilité de sortir parce que je devais toujours montrer une pièce d'identité, je devais toujours dire non à mes amis que je ne pouvais pas sortir parce que j'avais pas la pièce d'identité, je savais qu'on me laissait pas rentrer. Maintenant je sais que peu importe ce que je fais, que j'ai mon permis et j'ai pas peur de ce qui va se passer. Et je peux circuler dans les rues sans avoir peur qu'il va se passer quelque chose ou voilà, ou sans avoir peur aussi que le lendemain je vais être envahie de ce qui va se passer de ma vie. J'ai plus du tout ces problèmes-là, à me poser la question qu'est-ce que ma vie va devenir demain, est-ce que je serai toujours là ou je vais être envahie. J'ai la base que je cherchais depuis des années. À 25 ans, pour la première fois, j'ai pris l'avion cette année. Donc voilà, ça m'a fait bizarre. Voilà, juste de voir et tout, d'être... Enfin, ça a été... J'ai vécu des émotions magnifiques. La liberté de faire ce que j'ai envie, ce que je veux, travailler où je veux. Je suis retournée, oui, cette année, en mois d'avril, oui, je suis retournée. Je suis restée pendant 2 semaines là-bas. C'était une belle expérience parce que quand je suis allée là-bas et j'ai vu comment c'est, je me suis dit que j'avais raison de m'avoir battue toutes ces années pour rester ici. J'ai vu les difficultés qu'il y a, le fait de travailler, la liberté des femmes. Donc voilà, j'étais tout le temps obligée d'être en compagnie de quelqu'un pour pouvoir sortir. Il n'y a pas de transport public, donc pour se déplacer de mon village jusqu'à aller en ville, donc je dois toujours demander à quelqu'un de m'accompagner. Et donc voilà, pour le travail, il n'y a pas énormément de travail, c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas du tout la même vie. Donc oui, voilà, je me suis dit que j'étais vraiment heureuse de maintenant être ici, oui. Les familles sont toujours à risque d'être renvoyées, donc voilà, mais pour le moment, je continue toujours à me battre pour eux. Je ne le vis pas tellement que je culpabilise d'avoir le permis et pas eux, mais c'est plus pour aider ma soeur. Encore une fois, comme j'ai vu la vie qu'il y a là-bas, j'ai pas envie et je veux pas permettre que ma soeur elle retourne dans un tel endroit où elle a rien, ou dans un village où je sais qu'elle ne pourrait pas sortir en dehors de la maison. Donc voilà, je ne veux pas lui donner une telle vie. Je continue à toujours me battre pour que ma famille puisse rester ici. Et il faut pas avoir honte de qui on est parce que quand on est dans une situation comme ça, c'est compliqué. Et moi, en premier, j'avais vraiment honte des fois à dire qui j'étais, que j'étais dans la situation de l'asile, que j'avais pas de permis en Suisse, voilà, que je vivais avec 300 francs par mois et que j'avais pas la possibilité de sortir toutes les semaines en ville pour boire un café, même si ça coûte juste 4 francs. Je savais que j'avais pas la possibilité de le faire, mais que oui, voilà, qu'il faut pas avoir honte de qui on est et qu'il faut dire qui on est parce que voilà, au final, on n'est pas responsable de la situation, de ce qui se passe parce que oui, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est pas parce qu'on est requérant d'asile qu'on est des criminels, parce que voilà, il faut pas qu'on se voit comme ça. Et puis moi, je l'ai vu ça comme ça pendant des années.